justement de son point de vue par rapport justement à des cours de français qu'elle dispense dans les associations au niveau de Paris. Puis Dorine Pertuis qui prendra la parole, donc qui travaille à l'association J2P qui est dans le 19e, qui fera elle aussi son retour sur son expérience dans la transmission de la langue française à des apprenants. Je vais les laisser se présenter ce qu'ils font. On va démarrer avant qu'on ne démarre. Bonjour tout le monde, Alice Lemesley, je suis professeure de FLE, français langue étrangère. On peut dire aussi FLS, français langue seconde, quand on est en immersion, par exemple là. Donc depuis 13 ans aux cours municipaux d'adultes de la ville de Paris et d'alphabétisation. Donc j'ai aussi travaillé dans une association d'alphabétisation pour femmes à Montreuil pendant 10 ans. Et donc voilà, je m'arrête. Bonjour, je suis Dorine Pertuis, coordinatrice linguistique à l'association J2P qui est vraiment juste à côté d'ici. Donc ça, je m'occupe de tous les cours de français, donc FLE, mais également de post-alphabétisation, pas de post-alphabétisation, mais les enjeux sont similaires. Oui, bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité à cette séance qui est tellement importante. Et vous savez que l'éducation et l'alphabétisation est le cœur des enjeux du XXIe siècle parce que depuis des années, nous n'avons pas pu faire reculer les choses. Bon, je vais commencer à me présenter. Je suis Cheikh Keïta. Je suis originaire de la Guinée, ex-colonie française. Je suis français de nationalité puisque j'ai fait mes études en France. Et maintenant, je suis ambassadeur à la Commission internationale des droits de l'homme et ambassadeur pour WOSME, qui est l'Organisation mondiale pour la promotion des petites et moyennes entreprises. Donc, je suis très heureux d'être là. Merci bien. Et j'ai oublié de présenter mon associé, donc Aurélia de Julliard. Je te laisse te présenter, Aurélia. Bonjour à tous, je suis Aurélia de Julliard, je suis responsable de l'événementiel et de la communication au sein du comité d'échange franco-japonais de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Je suis aussi l'associée de Nani Kaku. On monte une sorte de club pour les femmes qui sont inspirantes et engagées. Et j'ai été secrétaire générale d'une ONG spécialisée dans la lutte anti-braconnage dans les parcs africains. Bravo. D'accord. Sans plus tarder, je vais laisser la parole donc à monsieur l'ambassadeur Keïta Cheikh, qui va nous faire donc un état des lieux sur les inégalités de l'alphabétisation dans l'espace francophone. Merci beaucoup. Comme je disais au départ, que l'alphabétisation, l'instruction, l'éducation est au cœur des politiques publiques en Afrique, puisque depuis des années, nous luttons pour reculer cette problématique. Monsieur, madame, les invités à vos grades et qualités, je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence. On va pouvoir échanger comme dans une famille, pour essayer de trouver des solutions et projeter des synergies pour essayer de trouver des solutions qui pèsent à tout le monde, parce que vous savez, même les pays développés comme la France ont des soucis d'alphabétisation, ont des soucis de l'illettrisme, ont des soucis pour que les gens puissent se retrouver dans leurs droits. C'est un sujet tellement important. Le constat depuis Covid nous prouve encore que finalement cette problématique est globale et le Covid a asséché complètement la partie de l'iceberg qui pouvait nous aider à développer clairement cet enjeu pour que les gens puissent être plus en plus à l'école. C'est-à-dire le Covid a fait reculer la scolarité et chez les enfants et chez les femmes. Donc nous devons être conscients de ces enjeux-là, puisqu'il y a 773 millions d'adultes qui ne savent pas lire, il y a 258 millions d'enfants qui sont déscolarisés dans le monde, et l'UNESCO, dans un enjeu capital,
est en train de travailler pour ouvrir des perspectives de développement de ces secteurs pour qu'on puisse réduire ce fléau qui est un fléau terrible sur le continent africain. Alors je ne sais pas, nous avons aujourd'hui au niveau de l'Organisation des Nations Unies et de l'UNESCO des dates historiques, des dates qui parlent. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous dit la date de 8 septembre de chaque année? Est-ce que quelqu'un connaît qu'est-ce que c'est cette date de la salle? Le 8 septembre de chaque année. Alors, je vais vous le dire, le 8 septembre de chaque année, c'est l'année internationale, la journée internationale de l'analphabétisation. Hein? De l'alphabétisation. C'est une journée comme la journée des droits de femmes, comme la journée des enfants, qui a été initiée par l'UNESCO et les Nations Unies, pour qu'on puisse parler de cette problématique qui est un enjeu vraiment terrible. Parmi les principaux enjeux cités, on relève le respect des droits fondamentaux, l'absence des droits, l'exclusion pour illettrisme, l'émancipation ou encore l'autonomie et bien-être des personnes qui sont capitales. Qu'est-ce que c'est l'analphabétisme? C'est l'état d'une personne qui n'a jamais été scolarisée, qui n'a donc jamais appris à lire et à écrire, à ne pas confondre avec les deux qui se rejoignent parfois, parce qu'on parle souvent de l'alphabétisation, on parle de quelqu'un qui n'est pas alphabétisé, et on le confond souvent à quelqu'un qui est dans l'illettrisme. Alors, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'illettrisme, c'est quelqu'un qui est dans l'état, c'est l'état d'une personne qui, bien n'ayant été scolarisé, n'a pas acquis une maîtrise suffisante de lecture et l'écriture et le calcul. Des compétences de base pour être autonome dans sa vie courante. Pourquoi lutter contre l'alphabétisme? L'inalphabétisme, c'est que l'absence d'éducation, de manière générale, et notamment les compétences de lecture, est un frein majeur à l'émancipation des personnes, à commencer par les enfants, à commencer par les personnes adultes, hommes et femmes. Mais vous savez que ce fléau touche la grande majorité des femmes dans le monde. Alors quand vous partez dans les pays du Sud, c'est-à-dire l'Afrique, c'est un enjeu vraiment extrême. Les États, depuis les indépendances, on cherche à trouver des possibilités pour enrayer cette problématique. Parce que c'est une problématique globale qui freine un enjeu d'émancipation des femmes, qui freine un enjeu de prise d'initiative et d'action des femmes. Combien de personnes sont-elles concernées dans le monde? En dépit des progrès réalisés, il y a au moins aujourd'hui dans le monde 773 millions de personnes qui sont complètement dans cette problématique, qui sont des analphabètes. Alors, c'est un fléau tellement important que la compétence de la lecture nous appelle tous. C'est pour cela que l'UNESCO, dans son travail et l'Organisation des Nations Unies et la science et la culture, le phénomène est particulièrement marqué par 410 millions de personnes analphabètes. C'est-à-dire la dernière évaluation que nous avons trouvée porte à 410 millions de personnes en Afrique, analphabètes dans le monde, et en Afrique, nous avons au moins 190 millions. Alors, comment faire pour évacuer ce fléau? Il y a des bases sur lesquelles on peut se baser. D'abord, il faut la mise en place des politiques publiques. Depuis longtemps, les États se battent pour régler ce problème, mais les politiques publiques ne sont pas parfois cohérentes. C'est-à-dire, quand vous voyez aujourd'hui l'état de la situation dans le monde et l'état des enjeux, des économies, des secteurs qui sont liés à l'éducation, dans les budgets des États, le parent pauvre des budgets des États, c'est toujours l'éducation. Alors que finalement, on met beaucoup d'argent pour la défense du pays, pour autre chose,
alors qu'on devait mettre beaucoup plus d'argent dans l'éducation pour projeter tout à fait l'émergence du pays. Donc, les premiers points pour qu'on puisse réduire ce décalage et cet enjeu d'analphabétisme, c'est les politiques publiques. C'est-à-dire les États doivent prendre de l'argent dans les budgets militaires, dans les budgets autres, pour mettre à l'éducation, pour qu'on puisse générer des possibilités pour baisser cette difficulté au niveau de l'analphabétisme. Alors, qui est touché par l'analphabétisme? Ces chiffres globaux cachent de fortes disparités. Ainsi, 75% des 774 millions d'habitants inalphabètes dans le monde vivent dans seulement 15 pays, c'est-à-dire le Bangladesh, le Brésil, la Chine, l'Inde, le Nigeria et d'autres pays. Mais sans minimiser que quand on parle du Nigeria, on ajoute au Nigeria tous les pays africains qui sont dans cette problématique-là. Quel est le taux d'analphabétisme en France, par exemple? La France, c'est un pays aussi qui connaît ce problème. Malgré que nous sommes un pays développé, qui avance, il y a 1% de personnes en France qui sont dans cette problématique, ils sont analphabètes, ils sont aussi dans les problèmes d'électricité. Alors, il faut quand même que les politiques publiques soient rendues. Alors, les États européens, les États capitalistes ont fait un très grand projet à ce niveau-là, mais la problématique numéro un, c'est que pour solutionner les problèmes en Afrique, l'Afrique est un continent qui est régi par la parole. Vous savez, souvent, quand on raconte des histoires, nous avons des contes et des histoires, elles ne sont pas écrites. Donc nous avons une tradition orale en Afrique. Nous n'avons pas une tradition écrite. Ce qui fait que les difficultés de lecture sont très très difficiles. Donc les États doivent réformer et créer des groupes de réflexion pour faciliter et les mères, parce que si vous voulez que votre enfant apprenne à lire et à écrire et aime la lecture, ben, il faudrait déjà que vous le contez des histoires, ou bien que vous lisez des histoires. Mais si vous êtes dans une famille illettrée qui n'a pas cette possibilité de lire des histoires, alors c'est un peu compliqué. Donc il faut que les États créent des politiques qui permettent aux femmes qui sont illettrées de soit avoir la version orale sur la version digitale, parce qu'on peut avoir une tablette aujourd'hui qui peut avoir enregistré une version digitale vocale pour conter à l'enfant l'histoire du livre. C'est-à-dire le livre peut être digital, vous le mettez en face de l'enfant avant que l'enfant dorme, puisque vous ne pouvez pas lire cette histoire, mais vous pouvez appuyer que le livre soit vocal pour raconter des histoires à votre enfant, pour qu'on puisse créer cette émergence de l'enfant, développer sa conscience, pour qu'il commence à aimer la lecture. Alors, beaucoup de problèmes sont aujourd'hui liés à cela, cette tradition orale. On dit en Afrique que les gens ne lisent pas. Mais si vous n'avez pas été initié à bas âge à la lecture, vous ne pouvez pas lire. Alors aujourd'hui, nous avons un allié important, qui est la révolution digitale, qui peut nous aider à aller. Alors je ne vais pas être long, je vais laisser la parole aux autres, parce que le temps file. C'est une problématique globale. Si je continue à parler, je peux parler jusqu'au soir. On aura l'occasion de vous faire quelques questions par la suite. Je vais laisser la parole à Alice, qui va nous faire donc un état des lieux sur sa pratique, justement, son enseignement du français et de ces outils qu'elle utilise justement pour transmettre cette langue française. Alors, état des lieux. Déjà, juste un petit peu pour décrire comment ça fonctionne, l'apprentissage du français. Donc FLE, français langue étrangère, ou FLS, français langue seconde, ça c'est plutôt des dénominations pour les personnes qui ont été scolarisées dans leur pays d'origine. Et il y a l'alphabétisation. Déjà, comment ça fonctionne au niveau de toute l'organisation, comment sont formés les profs. On n'est pas du tout rattaché à l'éducation nationale. Déjà, c'est important de le dire, juste pour, voilà, il n'y a pas de concours. Les profs souvent font des études à l'université, Master 1, Master 2, qui sont très différents d'une université à l'autre. Et par rapport à l'alphabétisation, Dorine, je ne sais pas si tu me diras, par rapport à l'alphabétisation, souvent les profs sont très peu formés, c'est une réalité.
Il y a des modules dans les universités, mais c'est quand même quelque chose d'important à dire, parce que dans les différentes structures, les associations, il y a différentes méthodologies. Ça peut être des méthodologies très anciennes, critiquables ou pas. Et voilà. Donc, et il y a aussi énormément de bénévolat. Donc c'est très bien le bénévolat, mais c'est important que les bénévoles soient formés. Et pourquoi il y a énormément de bénévolat? C'est parce qu'il n'y a pas assez de budget, tout simplement. Souvent on considère l'alphabétisation comme quelque chose de secondaire par rapport au fait d'enseigner le français à des gens qui viennent d'autres pays et qui ont déjà Bac+5, qui sont très scolarisés, alors que l'alphabétisation, ce sont des formations, en tout cas du côté des formateurs, formatrices, très difficiles en fait. Enseigner à un adulte ou une adulte qui n'est jamais allé à l'école, à apprendre à lire et écrire, c'est très difficile. Et pour cet adulte, ça va être difficile, c'est sûr. On apprend évidemment plus facilement quand on est enfant, donc quand on est adulte, ça va être plus difficile. Donc voilà, c'est pas équilibré au niveau des formations et des budgets par rapport à la difficulté que ça représente. Mais voilà, il y a vraiment très peu de budget. Par rapport à la région parisienne, déjà on peut dire, on est dans la mairie du 19e, moi je travaille dans les cours municipaux d'adultes de la ville de Paris. Il y a un énorme dispositif, donc les cours municipaux d'adultes de la ville de Paris, c'est plein de disciplines. Français, il y a énormément de langues étrangères, beaucoup de formations diplômantes, donc pour se former tout au long de sa vie et changer de travail, des CAP, de l'informatique, plein de choses. Et la filière de français représente un tiers de tous les cours d'adultes de la ville de Paris. Et chaque année, il y a environ 20 000 apprenants dans la filière du français pour adultes dans tout Paris. Donc c'est des cours du soir, des cours du jour, voilà. Et dans cette filière du français, un tiers représente l'alphabétisation, donc des adultes qui sont peu ou jamais allés à l'école dans leur pays d'origine. Voilà à peu près en tout cas pour les cours de la mairie de Paris. Après au niveau associatif, donc moi j'ai été 10 ans dans une association d'alphabétisation pour femmes à Montreuil. Au niveau associatif, on fait ce qu'on peut, parce qu'on a des subventions, mais souvent c'est très bas. Donc souvent, dans les associations, les niveaux sont assez mélangés, parce qu'on est dans une association, on est 2 formatrices pour plein de niveaux différents. Une personne qui est analphabète, donc qui n'est jamais allée à l'école dans son pays, peut être francophone, semi-francophone, ou très peu francophone, un peu communicante, en fonction de son pays d'origine. C'est vrai qu'entre une personne qui vient de Côte d'Ivoire ou du Mali, c'est vrai qu'on l'a remarqué, le niveau de francophonie ne va pas être le même en fonction des choix d'éducation, bon, vous en avez peut-être parlé tout à l'heure, en fonction des choix de on continue français ou pas dans les écoles, dans les pays. Et c'est vrai que les personnes ivoiriennes vont être totalement francophones, et déjà, apprendre à lire une langue, ça va être beaucoup plus difficile si on ne la parle pas. Donc il va falloir d'abord démarrer des cours d'oral. Après, parce qu'un enfant qui apprend à lire et écrire parle sa langue quand il a 6 ans et qu'il est en CP. Donc ça va être une erreur de commencer à apprendre à lire et écrire si on ne parle pas assez la langue à l'oral. Donc il faut d'abord faire des cours d'oral, tout en commençant un peu l'alphabétisation. Mais voilà. Et ça nécessite, souvent on nous demande, mais il faut combien d'heures pour qu'un adulte sache lire et écrire? C'est pas du tout quantifiable, on est face à de l'humain, donc ça va dépendre d'énormément de choses, si la personne est vraiment prête, si la personne dans sa vie ça va ou pas, si dans la vie on rencontre beaucoup de difficultés socio-économiques, ça va être très dur de se mettre dans les bonnes conditions pour apprendre à lire et écrire. Ça va dépendre de l'âge, si on a 20 ans, 40 ou 60 ans, parce que oui, on a beaucoup de femmes retraitées de beaucoup de pays d'origine très différents à l'association, qui se sont dit ça y est, je suis retraitée, je ne travaille plus, mes enfants sont grands, je vais apprendre à lire et écrire. On avait une femme qui avait 78 ans. C'est vrai. Et donc voilà, elles ont un courage énorme et énormément de motivation. Donc nous, on sait que pour une personne âgée, retraitée, ça va être très difficile. On sait que la personne ne va pas forcément devenir lectrice experte, mais par contre, on parlait d'émancipation, on voit les personnes se transformer. En tout cas au niveau des femmes, souvent elles arrivent, elles ont honte, dès qu'elles passent le porte de l'association, voilà, on en parle sans problème, mais il y a la honte déjà, et après on voit au niveau du corps, on voit vraiment la posture changer, parce que les personnes vont, déjà elles le disent, elles sont presque toutes dans la même situation, donc on en parle, il n'y a pas de honte, et petit à petit on voit vraiment les personnes changer, s'émanciper, même si
au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, même si elle ne devient pas forcément lectrice experte, parce que oui, c'est pas simple. Il faut savoir qu'un enfant qui apprend à lire et écrire à l'école dans sa langue, il ne faut pas croire qu'on apprend juste à lire et écrire en CP. Déjà, on démarre à la maternelle, et c'est vrai qu'on démarre avec les histoires racontées par les parents, on démarre par se plonger dans les livres même quand on a 3-4 ans, et ça dure des années, le développement du vocabulaire, le développement... C'est énorme, et nous on le répète souvent aux femmes, qu'elles ont énormément de courage, et que ça ne va pas se faire en 1 an. C'est long, ça nécessite beaucoup d'heures. Le mieux, c'est que ça soit tous les jours. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de budget, qu'il y a besoin de formatrices et de formateurs formés, il y a besoin de structures compétentes, parce que c'est un long processus. Et le mieux, c'est d'être baigné dans cette culture écrite, quand on veut apprendre à lire et écrire, tous les jours en fait. C'est pas juste 2 heures par semaine qui vont suffire. Vas-y, si tu veux. Dorine, justement, après ce bel état des lieux d'Alice, est-ce que vous pouvez compléter, est-ce que vous partagez les mêmes observations au niveau de la méthodologie, au niveau du temps aussi, le temps que ça prend de pouvoir enseigner le français, quels sont aussi les profils que vous rencontrez au sein de votre structure? Oui, bien sûr. Effectivement, je partage tout à fait ça. Je voulais rajouter aussi, les enfants, c'est leur métier, disons, d'apprendre. Ils passent, je sais, plus d'une vingtaine d'heures à l'école, etc. Les adultes, au mieux, c'est peut-être 4 heures par semaine, donc c'est pas possible de rattraper, enfin, voilà, sachant qu'effectivement, les adultes ont voilà, d'autres problématiques, il faut travailler, gagner de l'argent, etc. Donc, ils ne peuvent pas consacrer toute leur énergie dans l'apprentissage du français. Et dans l'écriture, donc voilà, effectivement, c'est très long. Voilà. Alors, en ce qui concerne un peu les profils qu'on peut avoir à l'association à J2P, on a un peu deux types. On propose des cours du soir. Et alors là, c'est principalement des hommes plutôt jeunes et sans enfants, voilà, qui viennent d'un foyer qui est pas très loin, rue... à côté de J2P. La rue Haute-Poule. Oui, voilà, il y a foyer Haute-Poule. Voilà, Lorraine. Rue Lorraine, voilà, c'est ça. La majorité viennent de ce foyer. Et en fait, ils travaillent voilà, la journée, donc ils peuvent venir que le soir. J'ai quelques femmes, mais déjà à partir du moment où on propose des cours le soir, pour les femmes, c'est toujours plus compliqué parce que voilà, il y a des enfants, etc. Donc il y a déjà un peu de disparité. Donc ces femmes qui viennent, souvent les enfants sont grands. Et c'est ça, elles ont pris voilà, c'est le temps pour elles maintenant d'apprendre le français et pour un peu plus s'émanciper. Et l'autre profil, c'est un groupe senior, des personnes âgées qui viennent plutôt l'après-midi et qui voilà, n'ont jamais été à l'école quand elles étaient enfants. Et donc voilà, là c'est le moment où elles, pour apprendre, et elles sont vraiment il y a ce plaisir de se dire ça y est, je suis à l'école, de reproduire, elles aiment même les exercices un peu de grammaire, un peu, parce que l'idée c'est de faire un peu des choses ludiques, pour apprendre le français, etc., des activités dépassées par le jeu, etc. Mais non, voilà, elles ont ces représentations de l'école, un peu, voilà, les grammaires, on écrit, etc., le recopier au tableau, etc., ça, ils ont besoin de reproduire ces choses de l'école. Alors justement, c'est juste ce que vous disiez tout à l'heure, on a évoqué le digital dans les méthodologies. Est-ce que par exemple, c'est une méthode que vous utilisez? Est-ce que vous avez plutôt des supports, plutôt des livres? Est-ce que vous avez des méthodologies? Est-ce que justement vous utilisez le digital pour pouvoir vous aider dans cet apprentissage? Oui. Alors oui, beaucoup à l'association des femmes de la Boissière. Par exemple, on a commencé à utiliser WhatsApp quand WhatsApp a commencé à devenir populaire, et c'est justement une femme de l'association qui m'a expliqué comment fonctionnait WhatsApp. Et une femme retraitée algérienne
qui venaient apprendre à lire et écrire. Et justement, elle s'en servait beaucoup parce qu'avec WhatsApp, on peut envoyer des messages audio. Voilà. Et nous, on s'en est saisi très vite à l'association. Ce qu'on faisait, c'est que quand on travaillait sur des petits textes, moi je filmais les textes, je suivais avec le doigt, je lisais le texte et j'envoyais ça sur le groupe WhatsApp. Ça veut dire qu'elle pouvait réviser à la maison en mettant les écouteurs et elle pouvait réviser le texte. Et beaucoup de femmes nous disaient oui, alors justement quand je m'occupe des enfants, que je m'occupe de la maison, je mets un écouteur, le téléphone dans la poche et je révise le texte dans le bus. Donc on s'en est vraiment beaucoup saisi et c'est devenu un outil d'apprentissage. Et Dorine? Alors WhatsApp, c'est plus un moyen de communication à partir du moment où on crée un groupe, voilà, il y a toujours ce groupe WhatsApp. Après, on dispense des cours d'informatique, parce que souvent l'alphabétisme ça va avec, j'ai plus le terme, mais on ne sait pas utiliser l'ordinateur, etc. Donc, voilà. Donc c'est ça, on a mis en place des cours d'informatique avec des choses de la vie quotidienne, voilà, peut-être prendre rendez-vous sur Doctolib, etc. Et le groupe senior aussi, il y a des initiations à la tablette, ce genre de choses-là, mais pas forcément ou aussi j'ai essayé Caro, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, ça a beaucoup plus. Enfin, c'est un genre de quiz en ligne. C'est Caro, sur l'engagement sur le digital pour faciliter les choses, pour l'alphabétisation, pour lutter contre l'illettrisme. Et beaucoup d'organisations internationales sont en train de travailler sur l'acquis du digital parce que c'est un allié inattendu qui est arrivé. Vous savez, on n'avait pas le digital il y a quelques années, maintenant on a le digital. Et ce qui est intéressant dans la projection et dans la prise en compte du digital, c'est que tout est possible avec le digital. Il suffit de mettre en place des équipes qui réfléchissent et qui trouvent des solutions pour une problématique. Nous sommes en train de travailler actuellement avec une société, une start-up, qui s'appelle Visivision. Alors, cette start-up, elle est partie d'un constat très simple. C'est que les gens ne savent pas lire, ils sont dans l'impossibilité de lire un texte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors que l'avancée est quand même globale aujourd'hui dans le monde, dans le digital. Donc, cette start-up a inventé une intelligence artificielle qui va permettre à quelqu'un de parler, et cette parole-là va être transformée et envoyée sur une plateforme pour faire le compte-rendu de ce que la personne veut, et en retour, la personne, par exemple, vous prenez votre téléphone, vous avez un médicament, vous ne savez pas lire la notice de médicament, et vous ne savez pas comment utiliser ce médicament-là, vous allez prendre la photo de ce médicament, et dire voilà, je prends la photo de ce médicament pour le mot de tête. Il s'appelle comment? Prendre la photo, clique, vous envoyez sur une plateforme. La plateforme vous envoie tout de suite instantané la réponse. Vous dit c'est effectivement un médicament pour les maux de tête. Vous devez prendre une tablette par jour, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, la révolution digitale est en train de percer et d'aider la population du monde. Hein, il faut une prise en compte. Vous savez, il y a aussi dans le domaine du travail beaucoup de gens qui sont illettrés, qui ne lisent pas, qui sont analphabètes, qui ne peuvent pas écrire. Par exemple, si vous allez sur les éboueurs, il y a des gens qui travaillent dans ce métier-là, ils ne savent pas écrire. Alors aujourd'hui, cette plateforme digitale va permettre à ces gens-là, pour faire un compte rendu du lieu, il suffit de prendre une photo, il suffit de parler à ta langue ou la langue que tu veux, et l'intelligence artificielle va traduire pour amener sur une plateforme pour un compte rendu. C'est vraiment génial. Donc la révolution digitale est en avance aujourd'hui pour nous aider à dépasser ce cadre-là. Merci. Je voulais du coup laisser Dorine, tu expliquer ton outil. Oui, c'est une sorte de quiz, de petit quiz en ligne où les participants se connectent sur le site avec leur téléphone et après on a juste à répondre en cliquant. C'est assez ludique. Il y a également une application, je ne l'ai pas forcément beaucoup utilisée, parce qu'on publie qu'une en post-alphabétisation, c'est-à-dire que la lecture est. Enfin voilà, ils savent déjà un petit peu lire. Mais il y a une application qui s'appelle J'apprends,
Voilà, c'est tout sur le téléphone qui peut être utilisé aussi. Voilà. Je voudrais revenir sur la digitalisation. C'est vrai que c'est le monde de demain, mais est-ce que ça ne va pas aussi créer des disparités pour des personnes, par exemple, qui n'ont pas accès à cette digitalisation, notamment en Afrique ou même ici? Est-ce que ça ne va pas créer aussi des exclus de la société dans l'apprentissage de la langue? Mais, tout dépend. Oui. Pour l'Afrique, je ne sais pas du tout, mais en tout cas ici, il y a, moi parmi mes apprenants depuis plusieurs années, tous les primo-arrivants ont un téléphone. Ça c'est vraiment impressionnant. Il peut y avoir, l'année dernière dans mon cours, il y avait énormément de jeunes Afghans. Ils avaient tous un téléphone et une connexion internet parce que je crois que c'est vraiment un moyen de survie quand ils viennent d'arriver pour se connecter à beaucoup de choses. Et on parlait d'applications qui peuvent traduire des choses. Ils m'ont appris autre chose aussi, alors j'aime pas du tout faire la promotion de GAFAM, mais Google Traduction, il y a une option qui s'appelle Google Lens, et en fait, il était en train de faire ça, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais? Il était en train de prendre en photo un document écrit, ça traduisait tout de suite dans sa langue, donc le Dari, une des langues d'Afghanistan, et après c'est assez hallucinant, après ça peut faire la version audio, on peut en faire un PDF, voilà, et en fait, ils mettent en place des stratégies, ils apprennent tout seuls plein de choses à partir du smartphone. Et nous, en tant qu'enseignants, enseignantes, c'est intéressant aussi de se dire qu'on va apprendre des choses d'eux, parce qu'ils maîtrisent des fois les outils numériques mieux que nous, parce qu'ils ont dû chercher des solutions. Donc c'est vrai que je pense que la fracture numérique, ça va peut-être être avec un public plus âgé. Et encore, la dame dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une dame retraitée, elle maîtrise plein d'applis sur son téléphone. Waouh. Parce que c'est aussi très bien fait, parce que les petits symboles des applis sur le téléphone, elle les reconnaît au dessin, à la couleur, et l'autre fois elle me montrait, elle fait alors ça c'est WhatsApp, ça c'est Facebook, ça c'est ça, alors qu'elle sait peu lire, elle a appris, mais voilà. Et donc je pense qu'il faut faire justement très attention à la fracture numérique et ne mettre personne de côté, mais je pense qu'il faut aussi voir toutes les stratégies que les personnes mettent en place, et que souvent il y a des personnes analphabètes qui savent très très bien se servir du téléphone et de tous les applis. Le constat pour l'Afrique. Écoutez, la révolution digitale, comme je disais, c'est un allié inattendu qui est tombé sur notre tête, il faut quand même tenir compte de ça, et ça va nous résoudre des problèmes. Quand on voit la proportion des gens qui ne lisent pas et qui n'écrivent pas en Afrique, c'est énorme. C'est pour cela que finalement, comme la dame disait tout à l'heure dans son intervention, vous avez des gens qui ne comprennent pas un mot de français et qui ont des applications aujourd'hui qui nous aident à comprendre ce que vous dites, ce que vous écrivez. Donc la révolution digitale est vraiment énorme à ce sujet-là, mais pour avancer au niveau des personnes âgées et des personnes de troisième âge, il faudrait qu'on imagine quelque chose aujourd'hui dans les politiques publiques, ce que je disais dans une conférence tout dernièrement à Accra. Il faudrait qu'on ait la capacité de mettre en place les universités de troisième âge. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas été à l'école, voilà, on peut quand même ouvrir les portes des universités pour que le soir, ils puissent venir apprendre à lire et à écrire. Et avec aujourd'hui, les personnes qui n'ont jamais écrit, qui n'ont jamais lu quelque chose, il y a des méthodes faciles aujourd'hui au niveau du digital. Si vous réunissez ces personnes-là 3 mois, 4 mois, vous verrez que finalement, la fonction traditionnelle de l'éducation pour apprendre une langue ou pour apprendre à écrire est complètement dépassée. C'est l'outil numérique qui permet aujourd'hui de faire des choses. Et vous savez, aujourd'hui, alors avant, on allait au travail. Maintenant, le travail vous retrouve là où vous êtes. C'est ça, parce qu'il y a le digital. Et on allait aussi à l'école, mais l'école vous retrouve là où vous êtes. Donc aujourd'hui, avec l'outil digital, on peut imaginer que finalement, les gens qu'on veut former, on peut les apporter des éléments essentiels dans le digital pour permettre d'avancer tout simplement dans leur vie quotidienne. Je pense que c'est un espoir extraordinaire. Vous qui êtes des formateurs, je pense qu'il y a une symbiose et une collaboration essentielle et indispensable que les chercheurs et les éducateurs doivent mettre en place, la collaboration entre les chercheurs, les éducateurs et les gens de
la gestion numérique, des gens qui sont dans le numérique et dans le digital, pour qu'on crée des concepts nouveaux pour adhérer des personnes qui ne savent pas adhérer et pour les aider à avancer tout simplement. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention et pour cette précision sur le digital. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que aussi il y a des solutions qui viennent directement de l'Afrique. Par exemple, le Kenya est quand même le premier hub de start-up de tout le continent africain. Il y a énormément de start-up kenyanes qui proposent des solutions pour l'Afrique, notamment sur tout ce qui est l'économie qui est informelle. Donc on sait qu'en Afrique, il y a énormément en fait de personnes qui travaillent, mais qui ne sont pas forcément comptabilisées en fait dans l'économie. Et donc en fait, justement, il y a des startups qui existent et qui proposent aussi des solutions comme pour ce type de marché, mais également pour l'alphabétisation. Et pour revenir sur ce que Alice disait, ce qui est très intéressant aussi, c'est toutes ces stratégies qui sont mises en place par les apprenants. Est-ce que par hasard, vous avez un peu rassemblé toutes ces stratégies? Est-ce que vous les partagez entre formateurs? Ou même est-ce que vous faites remonter aux collectivités locales? Est-ce que vous faites remonter tout ça à l'État? Parce qu'on a parlé aussi de problématiques financières, justement pour aller plus loin. Qu'est-ce que vous arrivez à refaire monter comme information? C'est pas évident de parler de toute leur stratégie. Déjà, moi je voulais aussi parler de la valorisation de ce que beaucoup de femmes, en arrivant, beaucoup de femmes ont appris aussi, je parle surtout par exemple dans l'association de femmes algériennes et marocaines qui parlaient peu français quand elles sont arrivées et qui ont appris le français oral, seul, sans cours, c'est-à-dire par la vie quotidienne, les enfants, l'école, la télévision. Et souvent, à l'association, petit à petit, il y a eu aussi des cours pour des femmes scolarisées dans leur pays d'origine, qui, elles, étaient totalement non francophones, mais qui étaient allées à l'école. Et parfois, malheureusement, il y a une espèce de hiérarchie qui se mettait en place entre les femmes, c'est-à-dire que les femmes très scolarisées regardaient des fois un peu les femmes pas scolarisées. Alors, nous, très très vite, on imposait une solidarité et dire, mais en fait, elle a appris à parler français seule. Et ce qui se mettait en place dans l'association, c'était justement de mettre en valeur les stratégies et les compétences de chaque femme, et que parfois, sur certains ateliers, que les femmes s'entraident en binôme sans nous, sans les formatrices. Ça veut dire qu'une femme francophone analphabète allait aider une femme scolarisée, lettrée, non francophone sur diverses activités, en lui apportant du vocabulaire, en corrigeant sa prononciation, beaucoup de choses, et après l'autre femme lui apportait des choses, en montrant à quel point ces femmes avaient réussi à apprendre le français oral ou à se perfectionner seules, vraiment. Mais en fait, elles avaient tellement intégré que c'était tellement la honte de ne pas savoir lire et écrire, que cette compétence de français oral, oui, bah, c'est normal, bah quoi, je fais non, justement, tu as appris seule, tu n'as pas pris de cours pour apprendre le français oral ou pour te perfectionner. Donc déjà, ça, c'est quelque chose vraiment de très important. Et par rapport aux stratégies, ce qui est important aussi, c'est que par rapport aux espaces de vie quotidienne, c'est-à-dire savoir se débrouiller, aller faire ses courses, aller à la poste, aller chez les médecins, il y a beaucoup de femmes à l'association analphabètes qui savaient gérer tout ça. Et voilà, elles savaient, je ne sais pas exactement comment, mais elles connaissaient très bien tous les espaces. Si une femme qui venait d'arriver ne savait pas exactement comment aller avoir un papier à la poste ou aller chez le médecin, des femmes qui étaient là depuis longtemps allaient les aider. C'est-à-dire qu'elles avaient cette expérience du terrain alors qu'elles ne savaient pas lire et écrire. Donc en fait, c'est aussi prendre le problème dans l'autre sens. C'est ce que je dis beaucoup aussi des fois dans des formations que je donne. Souvent, quand on parle d'analphabétisme, on va parler de manque. Alors qu'il faut essayer de trouver, et il y en a, les compétences de chaque personne. Et par exemple, se retrouver sur un plan. Alors moi, je me suis rendu compte que peut-être le plan, c'était peut-être très occidental. Le plan avec les routes, et que des fois, elle me disait, mais Alice, pourquoi on apprend ça? Moi, j'arrive très bien à me repérer sans plan, en fait. Je m'habitue, je sais que là, je prends telle rue. Et donc, entre elles aussi, et savoir se repérer dans la rue. Donc voilà, on faisait des sorties, savoir se repérer, trouver une adresse. Donc ne pas toujours plaquer notre vision sur les personnes
personne qui est arrivée, et toujours voir les plus, les compétences, et pas les manques, parce que malheureusement, souvent, quand on parle d'analphabétisme, on parle des manques, alors que non. Il y a quelque chose à ajouter sur l'évolution digitale et tout ce qui est la fonction digitale et les connexions des flux. Il y a une problématique globale qui réside quand même, c'est-à-dire c'est que nous avons le flux digital, nous avons l'informatique aujourd'hui, le numérique qui arrive en Afrique et dans le monde, mais il y a quand même 52% de la population qui n'ont pas accès à l'Internet. Et là, ça c'est une problématique. Alors l'enjeu aujourd'hui des États, c'est pour voir comment donner la possibilité aux gens d'accéder à l'Internet. Parce que on a peur un jour que les gens soient devant une problématique réelle qui est celui, est-ce que je vais manger ou bien acheter mes données pour me connecter, pour communiquer. Parce que ça c'est quand même fondamental aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on ait des réflexions claires et pour projeter l'avenir du digital dans le pays. Parce que si vous avez un abonnement avec un opérateur qui vous facture 67 € ou 100 € par mois, et les 100 € quand même représentent quelque chose dans le budget familial, mais vous n'allez pas mettre 100 € dans la communication, vous allez plutôt mettre 100 € dans... Donc aujourd'hui, la situation et la réflexion globale, d'ailleurs c'est un avis et une proposition que j'ai fait à la conférence de l'Union africaine, il faudrait qu'on commence à réfléchir et à mettre dans la fonction des États, dans la souveraineté des États, l'Internet et la connectivité de l'Internet comme priorité essentielle, c'est-à-dire comme un outil essentiel pour le citoyen, pour son développement et pour son émancipation. Parce que si vous voulez vous former et que vous devez avoir des datas pour lire, pour faire vos devoirs et vous n'avez pas d'argent pour payer, mais votre éducation va s'arrêter. Donc il faut aujourd'hui des outils de réflexion publique pour qu'on puisse arriver à la connectivité gratuite. Je salue quelqu'un qui est loin d'ici aujourd'hui, qui s'appelle Elon Musk, que vous connaissez tous. C'est un monsieur qui est multimilliardaire, qui a lancé son satellite SpaceX, qui va permettre aux gens de connecter. Alors, c'est un travail de réflexion que tous les personnes dans le digital, dans le numérique, dans le monde sont en train de réfléchir pour rendre la connectivité gratuite. En tout cas, pas pour le faire du commerce, mais au moins pour l'éducation, pour que les gens qui veulent se former puissent accéder à l'Internet, à la connectivité gratuite. Je pense que si on arrive à ce stade-là, nous aurons fait un grand projet pour l'humanité, pour résoudre le problème de l'inalphabétisation et puis pour l'illettrisme. J'avais lu dans un article justement et tu en parlais tout à l'heure, que les langues justement locales sont un frein à l'apprentissage du français. Et j'ai envie de dire justement, est-ce que ces langues-là justement ne peuvent pas être complémentaires et accompagner l'apprentissage? Non. Est-ce que c'est utilisé aussi dans les associations? C'est vraiment des propos incohérents. Vous savez, il n'y a pas une langue dans le monde. Il n'y a pas une langue, il y a des langues. Et le français, c'est une langue parmi d'autres. Et l'histoire que nous avons ensemble, l'Afrique avec la France, c'est que nous avons une histoire commune, par la colonisation, par tout ce que nous avons fait ensemble jusque maintenant. Et la langue française est devenue, vous savez, dans le monde, le continent qui parle le plus de français dans le monde, c'est l'Afrique. On parle plus français en Afrique qu'en France. 70%. Donc, ce n'est pas un problème. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des pratiques et aussi de la réflexion et des outils Internet qui peuvent traduire, beaucoup d'États sont en train de regarder si on ne peut pas mettre en place des outils d'apprentissage de la lecture et pour lutter contre avec leur propre langue, la langue du pays. Vous avez une langue que la Commission africaine a reconnue, une langue africaine, c'est le Swahili et d'autres langues qui sont plus faciles à manier. Et donc on va mettre en place prochainement des langues africaines pour les numériser, pour donner un outil indispensable pour faciliter, comment dirais-je, la lecture pour les gens. En tout cas, vous savez, quand vous parlez français, c'est pas une langue de votre famille, c'est pas une langue africaine.
Donc vous avez 2 fois plus de difficultés à pratiquer et à comprendre l'anglais que de votre langue locale. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, on réfléchit, les chercheurs sont en train de voir comment faire, comment dirais-je, la notion transversale pour que les langues africaines puissent être mises en valeur, pour qu'on parle les langues africaines et les transférer. Et on parle de la même chose. Merci. Oui, moi je veux bien parler par... le plurilinguisme, c'est vraiment quelque chose à valoriser parce que nous, on remarquait à l'association quand les personnes venaient s'inscrire, elles écrivaient sur un formulaire où on les aidait à écrire toutes les langues qu'elles parlaient. Et donc à Montreuil, il y a une grande communauté malienne. Et je me souviens de personnes qui disent bah, oui, je parle. Ah. Oui, Parce que vous avez une caméra à distance électronisée. Il y a beaucoup de personnes qui disaient oui, je parle aussi Soniké, Bambara, mais bon, c'est pas grave. On disait, mais comme si les personnes avaient intégré que c'était pas. On leur disait si, on écrit, donc tu es bilingue, tu parles Soniké, Bambara, tu parles même français, tu es trilingue. Et énormément de personnes, quand elles arrivent, sont trilingues en fait. Et donc, ça, vraiment, on insiste en leur disant. Et par rapport au fait de se reposer sur les langues maternelles, nous, on fait beaucoup dans les cours, des fois, pour essayer de comprendre quelque chose dans la grammaire française, mais c'est comment dans ta langue? Tu peux me le dire dans ta langue? Et donc, on fait des comparaisons. Et une personne qui n'est jamais allée à l'école ou peu, va au départ peut-être avoir des difficultés à réfléchir sur sa propre langue, mais ça vient assez vite, en fait. Et je me rappelle d'une femme assez âgée aussi, oui, je crois qu'elle est arrivée en cours, elle avait 78 ans, elle venait du Congo, sa langue maternelle c'était le lingala, et petit à petit, quand elle a appris à lire et écrire, elle s'est mise à écrire un peu un journal intime en lingala, avec l'alphabet français, latin. Elle avait un petit cahier, et en fait, mais pour elle, là c'était une émancipation énorme, parce que le fait d'apprendre à lire et écrire en français, elle s'est mise à écrire en lingala avec l'alphabet qu'elle venait d'apprendre. Donc en fait, je pense que c'est vraiment intéressant de toujours faire des croisements et de valoriser le plurilinguisme, de valoriser les langues d'origine. Et c'est vrai qu'on va dire oui, telle langue n'est pas écrite, mais toutes les langues ont une grammaire. Parce qu'une grammaire, ça sert à quoi? Ça sert à relier les mots ensemble pour que ça ait du sens. Donc bien sûr que toutes les langues ont une grammaire. Et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de mal avec le terme dialecte. Pour moi, il y a des langues. Et c'est important de le dire. Voilà. Et donc de valoriser ça, bien sûr. Oui, c'est effectivement, c'est important aussi, c'est beaucoup sur le fait c'est important de transmettre sa langue maternelle à ses enfants. Ah ouais, c'est pas on marche, hein. On est tous à nous, on a quand même. Moi, je répète toujours ça à mes apprenants que c'est un des plus beaux cadeaux qu'ils peuvent faire à leurs enfants, c'est de transmettre leur langue maternelle, parce que être plurilingue, c'est prouvé scientifiquement, ça modifie le cerveau. Enfin, on est plus intelligent, en fait, plus on parle de langue, plus on est intelligent, c'est vrai. Même, justement, moi je prends des cours d'arabe pour me mettre à la place aussi des apprenants, parce qu'on ne se rend pas compte parfois, parce que du coup l'arabe ça n'a rien à voir avec le français, c'est dire l'alphabet est différent, enfin voilà, ça aide aussi parfois à... Merci. Je me dis, ah mais mince, en fait, moi j'aurais besoin là de voir ça, parce que ça peut pas parfois sembler évident quand on parle du français, enfin quand on enseigne le français, et en fait de se mettre à la place des apprenants. J'avais aussi une question, quels sont les déclencheurs selon les différents types de profils? Par exemple, vous avez parlé des jeunes hommes qui viennent prendre des cours, des femmes également, ou alors des populations qui sont plus âgées. Je me souviens qu'on avait échangé ensemble, tu me disais qu'il y avait une différence entre les femmes âgées qui venaient prendre des cours, et par contre les hommes qui étaient sur la même tranche d'âge n'avaient pas forcément le même entrain pour venir prendre des cours. Est-ce que tu peux un petit peu donner des précisions par rapport à ça? Oui, les femmes âgées, retraitées, viennent vraiment volontiers apprendre à lire et écrire. Elles nous disaient souvent que leur mari, des fois, était dans la même situation d'analphabétisme, mais ne voulait pas venir, parce que c'est vrai que c'est une démarche où on se met à nu,
Et des fois, il y avait des hommes qui avaient, dans leur culture, leur éducation, évidemment, peut-être une fierté à ne pas montrer leur faille, mais alors que j'aime pas ce mot-là, pour dire des choses qu'ils ne savaient pas. Donc, elle nous disait non, non, il reste à la maison, il ne veut pas venir apprendre à lire et écrire. Et donc, voilà, donc nous, il y avait vraiment énormément de femmes. Alors, c'est vrai que c'était une association de femmes à la base, mais petit à petit, on a ouvert des cours en plus. On a ouvert un café solidaire, un café social pour justement les personnes retraitées migrantes, pour tous les accès aux droits, justement, droit à la retraite, tous les papiers, l'administration, c'est très compliqué. Et en effet, je me rappelle d'un homme qui venait et après qui avait vraiment pris goût et qui adorait ça, mais ils étaient beaucoup plus rares que par rapport aux personnes retraitées. Mais... Dorine, peut-être... Est-ce que tu as un complément? Est-ce que tu vois le même phénomène aussi au sein de ta structure? Oui, alors moi je ne suis pas en charge des personnes âgées, mais il y a vraiment ce goût, comme je le disais tout à l'heure, de prendre un peu une revanche sur la vie. Donc, voilà, c'est à mon tour d'aller à l'école et c'est en gros cette fierté-là. Et pour les hommes qui viennent, je pense qu'ils réalisent à quel point c'est essentiel aussi de parler français. Et puis il y a aussi le côté, plus on maîtrise le français, plus on peut se battre contre les injustices. Enfin, c'est un peu cliché de dire ça, mais vous voyez, on peut prendre conscience parfois de certaines discriminations, parfois on peut, enfin voilà, ça nous permet de nous libérer, quoi. Même dans le cadre du travail, de bien comprendre, je sais pas, je dis qu'on travaille, mais la majorité n'ont pas de papier. Mais voilà, c'est un outil essentiel. Merci beaucoup. Et aussi, est-ce que vous avez aussi un peu de recul par rapport, on parle beaucoup de migration également, quelles sont les populations par exemple que vous rencontrez le plus actuellement? Est-ce qu'il y a le fait qu'il y ait des actualités géopolitiques, etc. Est-ce que ça rentre en jeu? Et du coup, est-ce que vous êtes obligé un peu de vous adapter et de faire évoluer aussi peut-être vos méthodologies par rapport à ça? Alors, aux cours municipaux d'adultes de la ville de Paris, il y a énormément de jeunes Égyptiens. Jeunes Égyptiens, enfin, moi j'y suis depuis 13 ans et depuis 13 ans, ça n'a jamais changé. La situation de l'Égypte est franchement très difficile. Pour les jeunes hommes, la situation est vraiment dure. Donc, beaucoup de jeunes hommes quittent l'Égypte. Et là, par exemple, à la rentrée en septembre, on a eu donc la plupart pour les cours municipaux d'adultes de la ville de Paris, les personnes s'inscrivent sur Internet. Mais pour les personnes en fracture numérique, il y a une grande semaine de rentrée début septembre où les personnes peuvent venir passer un test et s'inscrire. Et on a eu une vague, mais immense. On n'avait jamais vu ça. On avait du mal à faire face à de très jeunes Égyptiens majeurs, parce que les cours de la ville de Paris, c'est majeurs, mais vraiment en France depuis 3 mois, 2 semaines, très peu scolarisés, ne parlant presque pas anglais. Donc voilà, il y a plusieurs années, beaucoup de jeunes hommes soudanais. Et oui, on suit les conflits géopolitiques parce que, et en fonction de leur parcours, on sait qu'un parcours migratoire, par exemple du Soudan jusqu'à la France, ça va être très long et on connaît les parcours petit à petit. Des fois, ils nous racontent leur parcours. Donc oui, par rapport à l'Afghanistan, par exemple, beaucoup moins, parce qu'il y a énormément d'associations qui viennent en aide, vraiment des associations qui donnent beaucoup de cours pour les jeunes Afghans. Donc on n'a pas tant de jeunes Afghans. Il y a eu une évolution depuis, on va dire, une trentaine d'années, enfin un changement. Toute la partie alphabétisation de la mairie de Paris, c'était vraiment des cours pour les francophones, vraiment les personnes qui avaient un niveau intermédiaire ou avancé à l'oral en français. Et on a remarqué que, par exemple, chez les personnes qui viennent du Mali et de l'Algérie, le niveau français oral était plus du tout le même. Les personnes étaient plus francophones, en fait. On a remarqué ça, en tout cas, sur l'Algérie et le Mali. Donc, en fait, ils doivent changer de filière, aller dans des cours, ils vont apprendre le français écrit et oral, parce qu'il faut une maîtrise de l'oral. Donc là, on a vu des changements aussi au niveau du français oral, par exemple. Oui, non, moi, pour le coup, je vais pas... Comme c'est plus un public de quartier, voilà, je vais partir.
D'accord. Est-ce que vous avez des questions Merci beaucoup. Des questions de la salle? Vous avez des questions de la salle? Des commentaires. Oui, des commentaires. Moi j'ai une question. Pas une question. D'abord vous remercier. Voilà, vous remercier pour vos propos très éclairants par rapport à ce sujet important qui est les inégalités dans l'infertilisation. Alors, moi je pense que dans un premier temps, il faut faire un diagnostic, ce que vous avez fait d'ailleurs, qui a été fait par M. Quintard, en l'occurrence pour l'ensemble du monde, ce que j'ai compris. Alors, moi je pense que cet état des lieux dans le diagnostic, il faudrait peut-être l'affiner pour qu'on ait une connaissance un peu plus fine. Parce que là, on a des millions, voilà, mais bon, moi j'aimerais bien avoir une répartition un petit peu géographique qui permet d'avoir une opérationnalité ciblée. Voilà, c'est pas bon. Si on sait dans la masse, c'est bien, mais c'est pas suffisant sur quand on veut agir. On peut dire la même chose pour la France d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, puisque vous avez été des acteurs et actrices vraiment du concret par rapport justement à régler la question. Donc il y a le diagnostic et puis après il y a les préconisations pour régler les choses. Voilà. Et dans ça, effectivement, bon, je pense que mon sentiment personnel, c'est que nonobstant l'intervention du numérique, du digital, je pense qu'il faut de l'humain. Il faut beaucoup d'humain. Voilà, parce que, notamment, on a parlé des publics ciblés, du public des seniors. Enfin, moi je sais parce que j'ai parlé des seniors dans le 20e arrondissement. Voilà. Les seniors, le gros problème, c'est que les populations seniors sont isolées de tout. Ils sont en dehors de tout. Donc voilà. Et s'il n'y a pas d'humain, ben, il y a beau voir en plus qu'on n'a pas forcément, par définition, le digital n'est pas inné. Voilà. Donc c'est compliqué quoi. Voilà, on a besoin d'un prochain. Voilà, alors, donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faudrait justement pointer pour que les politiques publiques y fassent face. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire comme commentaire sur ce sujet qui, à mon avis, bon, nous c'est bien, nous parlons de francophonie, qui est voilà, le fait de parler français. Mais il faut d'abord l'apprendre. Voilà. Voilà, je m'arrête là. Mais en tout cas, bravo pour vos contributions, parce que je pense qu'il faut agir et bien là où il le faut. Justement, je vais dans le même sens. C'est vrai que c'est un vrai problème qui est posé. Tout à l'heure, vous avez fait allusion au niveau du financement, par exemple. C'est vrai que la politique publique, en tout cas, a du mal encore à comprendre qu'il y a un besoin réel et il y a aussi une nécessité qui mérite de l'humain. Bien dit à Moudou. Je pense qu'en éclairant, bien sûr, ça permet. Le but aussi de cette rencontre, cet après-midi, de ce matin, c'est aussi d'éclairer un peu surtout sur l'alphabétisation. C'est un sujet sur lequel, bon, nous ici dans l'univers, le maire y tient très sérieusement parce qu'il m'a souvent demandé bon, comment on peut avoir des idées, quelles sont les difficultés, d'autant plus que l'État, la politique publique tient justement à dévaloriser, c'est-à-dire en finançant moins, en donnant plus de moyens, alors qu'il y a un besoin réel, parce que là il s'agit de la société, c'est un problème plus de la société dans laquelle nous nous trouvons. Parce que quand on arrive, on parle souvent et très souvent malheureusement, oui, on n'arrive pas à se communiquer, il y a tellement de problèmes, on laisse faire, tellement de problèmes liés par rapport à la culture, par rapport à la langue, et ça il faut le dire. Et surtout dans les quartiers comme les nôtres, par exemple, où il y a tout le monde, il y a un vrai problème qui est posé, parce que d'autant plus que les quotidiens même deviennent des fois difficiles, et puis bon, il y a un rejet. Et surtout que on parle tout à l'heure de numérique et d'autres, encore ça complique encore. Alors, il faut savoir déjà communiquer dans une langue, savoir faire toujours pour pouvoir aller en numérique, je veux dire. Et là aussi, le quotidien, voilà, ça pose un problème. Voilà, donc il y a nécessité, je termine juste, on dit que c'est vrai qu'à travers vos interventions, ça nous permet aussi j'espère qu'on aura un petit compte rendu, pour nous, ce qui nous concerne,
de manière à pouvoir aller un peu dans ce sens. Mais justement, je voudrais répondre à Daouda directement. Avec Aurélia et justement les parties prenantes des associations, nous sommes en train de réfléchir à mettre en place un observatoire de l'alphabétisation, justement pour pouvoir faire un état des lieux détaillé, pour pouvoir justement le soumettre au pouvoir public et pouvoir avancer dans ce projet et pouvoir éventuellement récolter aussi des fonds pour pouvoir aider ces associations méritantes qui accompagnent aussi l'intégration des populations. Tout à fait. Voilà, ça c'est très bien. En tout cas, je vous salue. Et puis bon, en même temps, je dis encore au docteur Keita, merci parce que ça permet de faire un peu la jonction entre le numérique. C'est vrai que, comme je dis, c'est du fait aussi, parce qu'il faut savoir quand même pouvoir faire quelque chose de. Enfin, c'est pas tout le monde qui a la chance de me regarder comme ça et puis pas pour faire quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, même, je mets encore un petit bémol. Surtout sur, comment on appelle, la traduction de l'intelligence artificielle qui permet justement, si ce n'est pas libre, quand ce soit taxe, c'est traduit. Là, en ce moment, pour moi, je trouve qu'il y a un vrai problème. Voilà, au niveau, tu vois, pas de la numérisation et par rapport à l'humain, par rapport à un certain concept, à une certaine façon de voir les choses. Vous voyez, il y a un vrai problème, peut-être les chercheurs, un peu, mais ça permet de survivre en fait. Bon, très bien, quand je vois parfois sur WhatsApp les apprenants qui font de très belles phrases, genre je ne pourrais pas vous dire. Oui, mais après maintenant c'est. Vous savez, il y a un penseur qui a dit un jour que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Dans tout ce que nous projetons aujourd'hui, c'est pour essayer d'améliorer le quotidien et notre vie. L'humain est au centre de tout ce que nous faisons. Et toutes ces inventions-là viennent nous aider à actionner des leviers, à aménager tout ce que nous projetons pour une vie meilleure. En tout cas, comme je l'ai dit, le digital reste un allié extraordinaire. Parce que c'est la seule science où vous avez la possibilité d'accéder et de résoudre les problèmes. Mais il faut mettre l'humain qui est au centre de toute cette stratégie pour contrôler, parce que la fonction numérique et digitale n'apporte pas que du bien, n'apporte aussi des problématiques. Des problématiques au niveau de la gestion des flux qui dépendent de la chose personnelle, c'est-à-dire la vie privée et autres, aussi. Nous sommes dans une situation aussi où on est face à un fléau qui est celui des problématiques de cybercriminalité. Si vous allez dans un pays aujourd'hui comme la Côte d'Ivoire et d'autres, les jeunes qui ne travaillent pas se sont donnés du travail pour essayer de prendre l'argent de la poche des gens à distance. Ce fut un temps. C'est des problèmes. Mais tout ça nous permet de réfléchir et de régler et de solutionner les problèmes. Mais je suis sûr que si la mairie du 19e met un accent sur le digital, par exemple, on peut faire une campagne sur le WhatsApp, tu téléphones pour dire voilà, à toutes les personnes faire des applications pour que les gens puissent accéder à l'application WhatsApp pour dire voilà, les personnes qui sont prêts à venir prendre des cours ou les personnes qui n'ont pas été à l'école qui leur favori, cocher seulement la case X ou case X et vous pouvez recevoir des formations à distance, tout ça. Il ne faut pas oublier aussi la possibilité d'utiliser les formations à distance parce que ça fait ses preuves à ce niveau-là. La révolution digitale vient faire des choses et vient nous aider à faire du bien dans tout ça. Mais lui-même doit être au centre de tout ça. Absolument, ça je suis d'accord. Je voudrais juste compléter ce que disait Annie par rapport à l'importance de l'observatoire. Quand on a préparé cette table ronde, il faut quand même savoir qu'on est allé chercher des statistiques. On s'est rendu compte que c'était pas si simple d'avoir des statistiques récentes, en sachant qu'on a eu la chance aujourd'hui d'avoir M. Keita qui nous a donné des chiffres au plus frais. Mais le dernier rapport qu'on a pu trouver date de 2017 de l'UNESCO. Donc c'est vrai que ce sont des données qui sont mondiales, mais c'est vrai que sur le territoire français, c'est aussi difficile d'avoir des données clairement sur quel est l'état de l'alphabétisation. Étant donné que le
associations. Oui, surtout. Quelles sont les données qui sont remontées par les associations? Aujourd'hui, on ne sait pas. Toutes ces informations qu'on a la chance de partager ce matin, en fait, ne sont pas connues, ne sont pas quantifiées, ne sont pas qualifiées et malheureusement n'ont pas assez de poids pour pouvoir faire bouger les choses au niveau des collectivités locales et au niveau de l'État. Oui, voilà. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose de très important de pouvoir avoir de l'information pour pouvoir justifier plus de fonds. Je voulais juste revenir un petit peu sur les financements, parce que du coup, ça fait partie de mon travail d'en demander un financement public. Et en fait, la majorité des financements, sinon j'ai l'impression, c'est toujours, enfin, le but, c'est d'amener ces personnes à travailler. Ce qui n'est pas... déjà, ça exclut toutes les personnes qui ne sont pas régularisées et qui sont là et qui ont justement envie de s'intégrer, etc. Et ça passe par savoir bien lire et écrire. Et du coup, voilà, toute cette partie-là, elle est complètement invisibilisée. Et voilà, le français, c'est pas seulement pour aller travailler, pour trouver du travail. On a un peu des sous-branches de Pôle emploi. Enfin, voilà, il n'y a pas cette idée d'apprendre le français pour apprendre le français. J'ai habité 2 ans au Canada. Après, le contexte là-bas est vraiment différent parce que c'est le Québec et toute petite région entourée. Enfin voilà, il y a vraiment une volonté nationale de valoriser le français, etc. Et donc vraiment là, quand on arrive, quand on est étranger, alors évidemment, ça va arriver de façon régulière. Enfin, d'immigration différente. Mais il y a vraiment, on est payé pour aller prendre des cours de français. Il y a vraiment cette volonté de transmettre le français. Enfin, voilà, c'est essentiel. Il y a vraiment il y a le ministère de l'Éducation, le ministère des Affaires étrangères qui il y a des budgets, etc. L'enseignement du français est vraiment important, tandis qu'en France, ça passe par l'OFI, mais tout est mélangé, on mélange du FLE avec des analphabètes. Donc c'est vraiment débrouillez-vous. Je voulais simplement dire 2 mots avant de terminer. Tout dépend de la décision de l'État. Vous voyez, madame, quand vous voyez les universités françaises, à l'université, on peut par exemple penser à ouvrir les universités pour que les gens puissent venir apprendre à lire et à écrire. On ne le fait pas parce que les politiques publiques relaient cette problématique, comment dirais-je, dans les bas-fonds. Il faudrait que l'État se saisisse de cette problématique pour dire il y a un problème, nous devons parler de ce problème-là et nous devons le mettre à un certain niveau pour trouver des solutions. L'université doit être ouverte, les écoles qui sont fermées à 17h, 16h, on peut imaginer la possibilité de trouver des gens le soir à 19h, à 20h dans les écoles avec une implication globale de l'éducation nationale qui parle et qui prend des actes pour qu'on puisse résoudre les problèmes. Il faut que l'État s'y mette. Les financements pour financer telle formation et tout ça, globalement, il faut que c'est l'État qui prenne sa responsabilité et aide les communes à avancer dans ça, parce que c'est dans les communes que vivent la majeure partie des personnes qui sont illettrées ou bien analphabètes. Donc l'État a une grande responsabilité pour qu'on réussisse cette problématique-là. Donc c'est aux citoyens, comme vous le faites, dans ce que vous êtes en train de faire, votre organisation que vous êtes en train de faire, de porter cet élan à l'État, au ministère de l'Éducation nationale, pour dire il y a un problème, nous allons vous proposer d'ouvrir les écoles et les universités pour qu'on puisse travailler ensemble pour cette cause qui est une cause indispensable. Parce que si vous voulez développer un pays et que le pays vive, par exemple en Afrique, si vous voulez réduire la pauvreté en Afrique, il faut quand même mettre les femmes au cœur de la problématique. Il faut donner la possibilité aux femmes de s'instruire. Et le capital de développement humain augmente quand vous augmentez la possibilité aux femmes qui sont délaissées dans cette problématique pour qu'ils puissent remettre la possibilité de mettre à un certain niveau les femmes et les jeunes filles. Merci. Oui, par rapport à l'État, justement, tu parlais de l'OFI, donc il faut savoir que tout ce qui est enseignement du français, de l'alphabétisation, c'est pas du tout géré par
ministère de l'Éducation nationale, dommage, c'est quand même géré par le ministère de l'Intérieur. Donc l'Office de l'immigration et de l'intégration, les cours, comme tu dis, tout le monde est mélangé dans ces cours, ils sont presque 30 par cours. Donc voilà, déjà voir quel ministère s'en charge, ça veut dire beaucoup de choses. Donc l'Office, c'est vrai que les personnes qui sont en voie de régularisation sont, en fonction de leur niveau de français, pour l'obtention d'une carte de séjour, sont obligées de prendre des cours de français à l'OFI. Là, ça s'est vraiment rigidifié ces dernières années pour l'obtention d'une carte de séjour. Je ne sais plus exactement les niveaux, mais par exemple, il fallait un niveau à l'oral, un tel niveau à l'oral, intermédiaire, on va dire, pour avoir la carte de séjour de 10 ans. Et après, il faut encore un autre niveau pour avoir la nationalité. Et maintenant, enfin depuis quelques années, mais vraiment en fait, le droit des étrangers, c'est quelque chose qui change en fonction des mandats, des présidents et des mesures. Et là, depuis quelques années, il faut en plus avoir un certain niveau à l'écrit. Et ça, c'est quelque chose de terrible, parce que moi, je me souviens d'une femme à l'association, une femme retraitée marocaine, qui était totalement francophone, mais qui n'était jamais allée à l'école dans son village au Maroc, qui essayait d'apprendre, qui avait des difficultés à apprendre. Elle avait sa carte de séjour et on lui a dit non, mais pour le renouvellement, il va falloir apprendre à écrire. Elle était en France depuis 30 ans. Waouh. Donc elle a dû tout d'un coup, c'était très dur pour elle et pour nous, parce que alors le niveau oral, pour avoir la carte de séjour, la nationalité, moi je dis ok, évidemment, le niveau oral, mais le niveau écrit, sachant qu'il y a tellement de personnes qui sont là depuis très longtemps, qui ne sont pas allées à l'école et tout d'un coup, la préfecture elle pense qu'en un claquement de doigts, les gens vont apprendre à lire et écrire. Donc ça déjà, voilà. Et par rapport aussi à l'implication de l'État dans l'alphabétisation, ce qui montre vraiment que majoritairement ils s'en fichent, c'est que déjà dans les masters pour devenir prof de français langue étrangère, il y a quasiment, donc comme j'ai dit au départ, aucune discipline sur l'alphabétisation. Et il y a une dizaine d'années, il n'y avait quasiment aucun livre. C'est-à-dire que c'était très dur dans le monde de l'édition. Le monde de l'édition s'en fichait complètement. Il y a une dizaine d'années, il y avait des vieux livres, mais vraiment très infantilisants. Donc le monde de l'édition s'en fichait. Là, depuis justement 10 ans, le monde de l'édition s'y met parce que je pense qu'il y a des politiques publiques qui proposent des budgets. Donc le monde de l'édition s'y met. Il y a de plus en plus de livres. Mais vraiment, oui, majoritairement, non, l'État ne passe ça complètement sur un plan secondaire. Les formatrices, formateurs sont souvent sous-payés, alors que c'est vraiment un travail difficile. Et ouais, au niveau des budgets, c'est clair qu'il n'y a pas du tout assez. Vous devez écrire, madame. C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous écouter. Parce que, écoutez, tout ce que vous avez dressé comme problématique, celle de l'État, sa responsabilité et ses décisions, c'est d'une incohérence incroyable. C'est une incohérence. Vous savez, les pays qui avancent et qui s'enrichissent, c'est les pays qui donnent la possibilité aux autres de s'installer. Parce que la diversité, c'est un élément essentiel de notre enrichissement. Si vous bloquez cet enrichissement, ben le pays s'appauvrit. Regardez un pays comme le Canada. C'est un exemple dans le monde. Ce pays-là a cette difficulté de froid et tout ce que vous voulez dire, mais c'est un pays où les gens s'installent, venus de tout le monde entier. Et ben voilà. Et c'est facilité. Il y a un ministère qui organise. On va chercher les gens pour venir. Tous les pays qui ont leur politique d'exclusion, de difficulté pour que les gens s'installent, c'est un problème. Donc à ce titre-là, puisque vous êtes au courant de tout ce qui se passe aujourd'hui avec cette problématique-là, moi je vous conseille d'écrire, parce que c'est pas tout le monde qui sait ça. Il faut placer au cœur les failles de la gestion de l'État, du système qui nous aveuglit, parce que la France veut être un grand pays. Et pour être un grand pays, il faut avoir tout le monde pour s'insérer et pour travailler ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Le débat est lancé, donc l'Observatoire, je compte sur le numérique pour nous accompagner avec Dorine et puis Alice. Et merci beaucoup en tout cas, merci à tous. Et voilà, j'espère que l'alphabétisation... Tu regardes le programme.